Au Togo, c'est l'effervescence politique. Le président Faure Gnassingbé et sa majorité font basculer le pays dans un nouveau régime, le régime parlementaire. Mais l'opposition y voit un piège et ne l'entend pas de cette oreille, Fabrice. Oui, c'est une nouvelle qui a laissé le monde politique togolais et africain médusé. Au soir du 25 mars dernier, les parlementaires togolais ont tourné une page de l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Ouest après le vote d'un texte réécrivant la Constitution pour faire passer le régime présidentiel à un régime parlementaire, conférant ainsi au Parlement la responsabilité d'élire le président de la République. Alors, président de la République, ce n'est plus tout à fait le terme qu'il faudra employer. On parlera désormais du président du Conseil des ministres. Ce sera la personne désignée sans débat, il faut le préciser, et au sein du parti qui remportera les élections législatives. Le nouveau président ainsi nommé sera donc celui qui dirigera le pays pour un mandat de 6 ans. Alors, dans un hémicycle largement acquis au parti au pouvoir et ceux qui lui ont été favorables toutes ces années, le vote de la nouvelle constitution a été validé par 89 voix pour et 1 voix contre et également 1 abstention. Évidemment, il y a une fracture entre le pouvoir qui vante une évolution et l'opposition vent debout contre cette révision constitutionnelle. Oui, beaucoup de réactions indignées de la part de l'opposition qui crie au coup d'État constitutionnel. Mercredi dernier, plusieurs partis d'opposition qui tentaient de se réunir pour une conférence de presse ont été dispersés par les forces de l'ordre, accentuant la colère de ces mouvements vis-à-vis du pouvoir. Écoutons d'ailleurs l'un de ces opposants, Nathaniel Olympio, dans un reportage de TV5 Monde. On ne peut pas, dans un pays qui se dit démocratique, venir chasser des chefs de parti en pleine conférence de presse au sein d'un parti politique, au siège d'un parti politique, sous prétexte que l'autorité n'aurait pas donné une autorisation. Dans quel pays sommes-nous ? Où les citoyens n'ont même pas le droit de se réunir pour s'exprimer, pour contester une loi qui a été votée en catimini, en pleine obscurité de la nuit, alors que les Togolais n'ont même pas été informés du contenu de cette constitution. C'est une aberration et c'est intolérable aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on voit ce qui se passe au Sénégal. Alors, il faut dire que les principaux partis d'opposition ont quand même pu délivrer leur message et s'indignent de l'absence de consultation de la population avant cette modification. Pour eux, il y a manifestement une violation délibérée et provocatrice des articles 52 et 59 de la Constitution. Ce dernier article, l'article 59, stipule qu'il faut un référendum pour changer le mandat du président de la République. Les opposants qui voient là une tentative de la part du président Gnassingbé de se maintenir indéfiniment au pouvoir appellent les Togolais à se mobiliser dans la rue contre ce changement de constitution. Pas de réaction pour l'instant du côté du président Faure Gnassingbé, dont certains ont ironiquement souligné ce message de félicitations adressé à Bassirou Diomaye Faye, démocratiquement élu, lui, à la tête du Sénégal. Reste que pour entrer en vigueur, ce texte modifiant la Constitution doit encore être promulgué par le chef de l'État togolais. Une décision cruciale et qui prend tout son sens à 3 semaines d'un double scrutin législatif et régional dont la date a été fixée au 20 avril prochain. Alors Niagalé, a priori, on est tenté de se dire qu'un régime parlementaire est plus démocratique qu'un régime présidentiel, ou dans des pays d'Afrique subsaharienne où le présidentialisme à la française, encore plus exacerbé par une culture démocratique très faible, écrase un peu tout le monde. Mais on peut imaginer, Fabrice a donné quelques éléments, que l'opposition a des raisons rationnelles de se méfier. Oui, tout à fait. Pour moi, on est dans la manipulation constitutionnelle à laquelle on a assisté de manière récurrente au sein de la sous-région au cours, ne serait-ce que de la décennie écoulée, sans vouloir remonter à des temps plus lointains où c'était d'ores et déjà le cas. Mais la souffrance grave dans laquelle se trouve aujourd'hui la CEDEAO provient justement du fait qu'elle ne s'est jamais véritablement opposée à cette façon dont plusieurs dirigeants, y compris certains issus des urnes, ont perpétué leur exercice du pouvoir à travers une modification du cadre institutionnel. Et là, on est typiquement dans ce cas-là, mais il n'y a pas véritablement lieu de s'en étonner, malheureusement. Je pense que personne aujourd'hui ne classe véritablement le Togo parmi les pays démocratiques dans la sous-région. Pour la CEDEAO,
c'est le formalisme démocratique qui compte. Et là, non, ce qui vient de se passer répond au canon du formalisme démocratique. Institutionnellement, il n'y a pas de problème. Il y a un vrai débat là-dessus. Et vous parliez à juste titre de cette CEDEAO des peuples. Les textes, on peut les lire différemment quand même. Lorsqu'on lit le protocole de 2001 sur la bonne gouvernance, à mon avis, ce type de pratique tombe sous le coup d'un certain nombre de ces articles. Et en effet, cette question du rôle que va jouer ce nouveau président du Conseil des ministres, y compris au niveau diplomatique, puisqu'on a vu que ce nouvel acteur se voit investi des pouvoirs qui étaient ceux du président de la République en matière de politique étrangère. Et chef des armées aussi. Et chef des armées également, va être absolument crucial, puisqu'on sait que le Togo, dont il faut rappeler que Gnassingbé Eyadema avait été le fondateur père de la CEDEAO, qui, contrairement à une idée répandue, est au départ issu de régimes prétoriens, dans leur quasi-intégralité au départ. Faure Gnassingbé a été un acteur extrêmement important, justement, pour faire le lien avec ces pays qui, finalement, contre sa volonté, enfin en tout cas contre son aspiration, ont décidé finalement de quitter la CEDEAO, donc le Mali, le Niger, le Burkina Faso, au profit de l'AES. Tout à fait. Mais je pense que le Togo est un acteur majeur pour garder l'unité de la CEDEAO, mais sans doute autour de valeurs beaucoup plus autoritaires, autour d'un modèle autocratique. Et d'où l'importance, encore une fois, de cette victoire sénégalaise qui contrebalance ce type de dirigeants et de régimes au sein de la sous-région ouest-africaine. Et juste en réaction à ce que tu disais, institutionnellement, il y a quand même une problématique, c'est que les députés togolais actuels ont vu leur mandat se terminer en décembre 2023, en fait, en décembre de l'année dernière. Donc, il y a quand même un problème à un mois des élections législatives, à voir des députés intérimaires décider d'un texte aussi crucial pour l'avenir d'un pays. Le problème, c'est que dès qu'on reste dans le formalisme démocratique, on va vous dire que si le Conseil constitutionnel n'a pas dit que c'était mauvais, c'est que c'est pas mauvais, etc. Les institutions se justifient et se reproduisent par leur propre logique. Hamza, d'une certaine manière, si Faure Gnassingbé fait ce choix, il se transforme lui-même en reine d'Angleterre en faisant monter dans le système un président du Conseil des ministres. Ou alors, vise-t-il le poste de président du Conseil des ministres à la Angela Merkel, qui a duré quand même longtemps comme chancelière, ou alors est-ce qu'il imagine un Poutine Medvedev, président de la République, puis président du Conseil des ministres, puis président de la République? Enfin, on s'imagine tout. En fait, Faure Gnassingbé a été beaucoup contesté, donc il s'imagine peut-être aussi un plan B, justement, ou d'autres options de retrait. Voilà, aujourd'hui, le fauteuil présidentiel, on ne sait plus très bien où est-ce qu'il se situe, donc il y a ce flou artistique sur qui aura réellement le pouvoir. Est-ce que ce président du Conseil des ministres aura réellement un vrai pouvoir par rapport à... Donc il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les États sont souverains, peu importe ce que dit la CEDEAO ou l'Union africaine, sont les États qui décident, parce que dès la conférence d'Addis Abeba, on a fondé l'OUA sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, et la décision finale revient aux États. Ce sont les États qui décident, et quand ces États-là effectivement ne sont pas calibrés pour répondre à un certain nombre de critères démocratiques dans le sens du respect de l'expression de la souveraineté populaire, ça pose problème. Évidemment, je pense que les référendums sont trop peu présents sur le continent africain aujourd'hui. Ils ne sont vus que sous l'angle des élections présidentielles, qui très souvent sont des procédures de validation de pouvoir. Et puis surtout, ce qui apparaît aussi, c'est que la question du parlementarisme doit se poser, parce qu'on n'a pas tant que ça de partis politiques qui tiennent la route. Et c'est là que le cas du PASTEF peut être intéressant en termes de modèles, de nouvelles organisations politiques, de nouvelles manières de faire de la politique, et aussi peut-être de faire de la politique en dehors des hémicycles très fermés. Donc comment on casse aujourd'hui les organigrammes de nos États, qui sont dans bien des cas des États fondamentalement coloniaux. Je pense que c'est l'un des enjeux qui se pose aujourd'hui. Et lorsque Diomaye Faye dit qu'il va, avec son équipe, refonder les institutions, lorsqu'il y a ce projet de vice-président, de possibilité de révocation du président, ce qui renvoie à des processus qu'on a vus en Amérique du Sud, eh bien, je pense que c'est paradoxalement des possibilités ou des options de nouveau souffle pour la démocratie.
Alors, bienvenue. On voit que il y a une réforme constitutionnelle qui semble faite taillée sur mesure pour les besoins privés les besoins personnels du président de la République. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai envie de dire qu'il y a certains acteurs politiques en Afrique qui considèrent que l'existence des États dans lesquels ils exercent est liée à les propres personnes. Là, on voit un cas typique de Faure Gnassingbé, qui bénéficie d'un héritage politique de son père, qui croit que l'existence de l'État togolais dépend de sa propre personne, attaque chef d'État ou président du Conseil des ministres. Et c'est assez problématique qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y ait des personnes qui considèrent que les États ne peuvent pas fonctionner s'ils ne sont pas là. Et donc, ça montre aussi qu'il a peur d'une jeunesse togolaise qui monte, qui s'inspire de ce qui se passe au Sénégal. Je ne pense pas que cette jeunesse allait voter pour Faure Gnassingbé pour les prochaines élections. Donc, il anticipe d'une manière de contourner le vote populaire pour dire, si je veux être maintenu président ou, je ne sais pas moi, premier ministre, il faut que je dérobe à ce jeu démocratique par les voix populaires. Il faut voir aussi que le découpage électoral est plutôt favorable à son camp, parce que le découpage électoral des législatives en Afrique, c'est souvent assez folklorique. Les dernières élections ont été totalement sabotées par son camp, qui n'a pas laissé l'opposition, du moins l'opposition a boycotté les dernières élections législatives parce qu'elle reprochait déjà le fait qu'il avait déjà tenté, il l'a fait, de modifier la Constitution en 2019 et également que l'inscription sur les listes électorales a été totalement monopolisée par les gens du parti au pouvoir. Donc, si déjà les élus actuels, les représentants du peuple ne sont pas légitimes, ça pose un problème sur le fait qu'ils soient, eux, les responsables du choix du prochain président. Pardon, j'ai coupé. Bienvenue. On va avancer dans le débat. Faure Gnassingbé détonne en Afrique de l'Ouest, fils d'une incarnation de la France-Afrique, Gnassingbé et Yadema, accusé d'avoir tué de ses mains Sylvanus Olympio, le premier président togolais qui voulait prendre la distance avec Paris. Il se pose plus ou moins, et c'est ce que disait Niagalé, en allié des pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger, et accueille en plus des banques, des médias panafricains dans son pays. Alors, est-ce que le Togo et le Qatar de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que Faure Gnassingbé est quand même assez doué en influence internationale? Mais comme son père, c'est une personnalité qui joue un rôle majeur dans la gestion des conflits de la sous-région depuis toujours. Son père faisait de même et se posait en médiateur, d'ailleurs de manière beaucoup plus institutionnalisée que ne le fait Faure Gnassingbé aujourd'hui, qui semble plutôt adepte, oui exactement, d'une diplomatie beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus aérienne, je dirais. On suit maintenant, grâce aux réseaux sociaux, souvent les déplacements des avions présidentiels, etc. Donc on est au courant des différentes visites, mais qui ne sont pas nécessairement médiatisées. Donc oui, c'est un homme des chancelleries, je pense. Et son rôle est extrêmement important parce que, à mon avis, tout va dépendre pour l'avenir de cette sous-région de la question de savoir si l'espace ouest-africain, qu'il se réorganise de manière intégrale autour de la CEDEAO ou qu'une organisation comme l'AES attire d'autres États. N'oublions pas quand même que l'AES, c'est l'exacte réplique de l'autorité pour le développement intégré du Liptako Gourma, qui existe depuis 1970, qui, elle, n'a quand même pas non plus suscité beaucoup d'adhésion de la part des États voisins. Mais la question est de savoir si l'agenda démocratico-libéral, je ne parle pas du volet économique, mais en tout cas d'un point de vue politique, où on a considéré que la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, y compris par des moyens militaire faisait partie des missions de l'organisation, fait désormais partie de l'histoire passée de l'organisation. Ça dépend où. Je ne pense pas qu'on puisse considérer que ça a été catastrophique partout. Ça a été un peu, disons ça. En Guinée-Bissau, en Gambie, ça n'a pas été catastrophique. Donc le bilan n'est pas. Le
L'intervention du Libéria, Niger au Libéria a c'était une été catastrophe. absolument catastrophique, mais cette intervention du début des années 90, donc dans le cadre de l'ECOMOG, a beaucoup été menée par une junte militaire, hein, notamment très sanglante, y compris sur le plan interne. Ça, il ne faut pas l'oublier, mais le bilan, en effet, est plus que mitigé. Mais il est intéressant de se reporter aux déclarations de Patrice Talon, notamment après le départ de l'AES, qui explicitement pose la question de savoir si la CEDEAO doit se défaire ou non de tout cet agenda politico-institutionnel de type libéral pour se recentrer sur son seul cœur économique en faisant référence, comme l'ont fait les gouvernements militaires de l'AES, à ses pères fondateurs qui sont tous des militaires ayant accédé au pouvoir par la voie des armes. Donc il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui. Je pense que le Togo est un État pivot, un État charnière pour la définition du type de modèle qui va se mettre en place. Alors Hamzat, un petit mot sur Faure Gnassingbé et son influence au sein de l'Afrique de l'Ouest. C'est un véritable passeur, il a un talent quand même certain pour parler aux uns et aux autres et se rendre indispensable. C'est le régime le plus ancien, c'est le régime le plus ancien de toute la sous-région, du continent africain même par succession dynastique. C'est le régime qui a misé sur deux éléments qui sont fondamentalement importants, la question sécuritaire et la question financière d'une certaine manière, donc qui fait de cette plateforme togolaise un hub pour pas mal, je pense, de trafic et d'échange. Pour aussi le transport aérien avec la compagnie Sky. Exactement. Il a endossé justement cette étiquette entre guillemets panafricaine de droite, évidemment. Donc ça aussi, c'est un élément important à travers son ministre des Affaires étrangères qui a aussi joué un rôle, je dirais, dans pas mal... Mais il ne déplaît pas dans les rues, dans les rues des autres pays, pas peut-être des rues de son pays. C'est ça, justement, c'est comment, en fait, on se construit une légitimité à l'extérieur pour mieux masquer la contestation en interne. Donc ça aussi, c'est des éléments que d'autres dirigeants utilisent. Il n'est pas le premier à le faire. Aujourd'hui, je pense que sur les dernières années, il a succédé à des figures comme Blaise Compaoré qui faisaient aussi un peu ce rôle-là, qui masquait la répression en interne par justement des beaux discours, des beaux voyages, des médiations, etc. Donc pour moi, c'est faire, c'est faire du neuf avec du vieux. C'est faire du neuf avec du vieux. Donc la question qui se pose, c'est surtout comment l'opposition togolaise, comment on sort de cette situation-là qui ne peut pas durer éternellement.